Bon, aujourd'hui en vidéo, j'ai eu envie de partager avec vous mon avis sur Carrick Street PC. Alors c'est assez rare que je fasse ce genre de vidéo pour des jeux qui ne sont pas, disons, issus de gros éditeurs ou de gros studios de développement. Mais Carrick Street, lors de ses premières annonces, il y a plusieurs années maintenant, a vraiment généré une grande hype. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, notamment parce que Carrick Street semblait s'inspirer un petit peu de ce que proposait un Need for Speed, au moment où Need for Speed a enchaîné quand même plusieurs jeux assez décevants, hein, le Heat, le Unbound, le Payback. Ce qui fait que vous avez été quand même assez nombreux à me demander quand même beaucoup mon avis sur les lives que j'ai fait sur le jeu et dans la première vidéo que j'ai réalisée sur le jeu, la vidéo découverte. Donc aujourd'hui en vidéo, je vous donne mon avis sur Carrick Street, sur la version PC fraîchement sortie, puisque sortie le 29 août 2024. Sachez quand même pour info que chez Carrick Technologies, donc le développeur de Carrick Street, ils sont vraiment habitués à transformer radicalement leur jeu au fur et à mesure des mois en ajoutant beaucoup de contenu, en ajoutant beaucoup de fonctionnalités. Donc peut-être que mon avis est ce qu'il est pour le jeu Carrick Street à sa sortie, mais peut-être que si je rejouais au jeu dans 6 mois, j'aurai un avis différent. Autre chose à préciser, et après je n'aurai encore une dernière avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est que Carrick Street est donc sorti, je vous le disais, le 29 août 2024, mais il est sorti à 17€ sur Steam. Donc forcément, c'est 3 à 4 fois moins cher que les gros AAA que vous voyez habituellement sur ma chaîne, du Forza, du Need for Speed par exemple. Et forcément, à ce prix-là en neuf, on peut lui excuser quelques défauts et surtout, on ne peut pas vraiment le comparer, par exemple au niveau des graphismes, avec un Forza Horizon 5. Il faut essayer de tout le temps se rappeler que le jeu coûte 3 fois rien. Et dernière chose, justement, par rapport au prix du jeu, sachez qu'il est dispo via mon lien Instant Gaming encore un petit peu moins cher. Donc si vous avez envie de le payer en dessous du prix classique en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au lien que je vous mettrai sous cette vidéo. Vous achetez tous vos jeux là-bas à prix réduit et ça soutient ma chaîne par la même occasion à chaque fois. Donc n'hésitez pas à jeter bien sûr un petit coup d'œil. Alors globalement, Carrick Street, il y a plein de choses qui sont très cool sur le jeu quand même, mais il y a quand même quelques gros points noirs et je vous propose de commencer cette vidéo par l'un des gros points noirs pour moi qui concerne ce jeu, c'est sa date de sortie. Il y a un vrai problème avec Carrick Street, c'est que ce jeu a été repoussé 4 années consécutives. En effet, de base, le jeu devait sortir en 2020, il a ensuite été repoussé à 2021, puis à 2022, etc. jusqu'à sortir au mois d'août 2024. Le problème, c'est qu'entre-temps, les développeurs qui devaient se concentrer sur la version PC se sont concentrés sur la version mobile, qui, de base, n'avait même pas été annoncée. Et le problème, c'est que Carrick Street est sorti d'abord sur mobile, il a été dispo pendant environ 2 ans sur mobile, ce qui fait que, globalement, on connaît déjà un peu trop bien le jeu, on s'est fait spoiler par la version mobile, parce que c'est la même map, c'est les mêmes voitures, c'est à peu de choses près la même physique, même si c'est évidemment dur de comparer une physique de jeu mobile qu'on joue au tactile avec une physique qu'on va jouer volant ou manette sur PC, mais les réactions des voitures ont l'air d'être les mêmes, en tout cas visuellement, et c'est à peu près les mêmes challenges, la même organisation de carrière, donc en gros, pendant que nous, joueurs PC, on attendait la version Carrick Street sur PC pour pouvoir profiter à 100% du jeu, il y avait une version mobile qui existait et qui nous a absolument tout spoilé. Faut le dire aussi, le choix de la date de sortie de ce Carrick Street est très problématique quand même, parce qu'il sort le 29 août, ce qui est bien en soi, sortir des jeux au mois d'août c'est cool, sauf que le problème c'est que 5 jours après, il y a la sortie de Test Drive Solar Crown, qui est lui aussi un jeu de course open world. Alors effectivement c'est pas la même ambiance, c'est pas le même délire, mais Solar Crown est bien plus attendu que Carrick Street et il l'éteint clairement sur beaucoup de points. Donc sa date de sortie, elle joue vraiment pas en sa faveur parce que trop proche de TDU, on se demande pourquoi ils l'ont pas sorti après, à moins quand même que ce ne soit par rapport à d'autres concurrents comme JDM, qui va se positionner à peu près au même tarif, ce sera peut-être quelques euros plus cher, mais qui pour le coup a l'air d'être bien plus détaillé sur plein de points et qui propose plus de choses novatrices que Carrick Street. Donc la date de sortie là c'est vraiment rater le coche pour eux, c'est soit trop tôt soit trop tard et c'est vraiment je pense l'un des problèmes numéro 1 de ce jeu, c'est que toute la hype est un peu cassée. Mais bon, il y a aussi plein de choses positives sur ce jeu. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le projet de base est assez cool, c'est proposer une espèce d'alternative à Need for Speed où vous allez faire de la course dans un open world, de la course illégale en achetant des voitures que vous allez pouvoir personnaliser et customiser très largement en profondeur. Ça c'est un des points positifs du jeu et on en parlera plus tard, pour devenir petit à petit le meilleur pilote de la ville, tout simplement. Alors maintenant que je vous ai un petit peu pitché le jeu, on va rentrer un peu plus en détail sur chacun des points importants de ce Carrick Street. Alors déjà, on va parler un petit peu des graphismes. Je commence toujours par là quand je vous parle d'un nouveau jeu, et effectivement, j'aurais tendance à dire que les graphismes sont plutôt ok. Ok, si, bien sûr, on se rappelle encore une fois que c'est un jeu à 17€, si on le compare avec, évidemment, un Forza qui doit avoir à peu près 100 fois son budget, avec d'autres gros jeux du style, forcément, là, Carrick ne paraît pas très joli. Mais pour un studio de taille moyenne, je trouve que c'est acceptable. En tout cas, les graphismes sont suffisamment corrects pour que ce ne soit pas rédhibitoire et qu'on ne puisse pas profiter de ce que propose le jeu. Donc c'est plutôt ok à ce niveau-là, même si bien sûr en 2024 il y a des jeux bien plus jolis qui sont sortis. Par contre, côté optimisation, j'ai entendu beaucoup de retours très négatifs. Alors moi de mon côté, le jeu tourne bien, vraiment, je suis tout le temps à 120 fps loqué, au maximum des graphismes en QHD, donc en 1440p, et ça tourne bien à part quelques gros frises que j'ai de temps en temps et qui sont liés au trafic élevé. Il y a une option de trafic sur le jeu qui vous permet de définir la quantité de voitures
voitures que vous avez sur les petites routes. Au début, je l'avais mis en élevé, sauf qu'effectivement, en élevé, ça freeze régulièrement. Depuis que j'ai mis en médium, ça tourne nickel, et très honnêtement, j'ai aucun problème de mon côté niveau fluidité. Mais apparemment, il y a pas mal de soucis chez pas mal de joueurs qui ont pourtant des très grosses configs, ce qui me fait dire qu'il y a quand même globalement encore des améliorations à apporter au jeu de ce côté-là, de la part des développeurs. On a une map qui est plutôt jolie, alors je vous le disais, c'est globalement la même map que sur mobile, même si bien sûr des détails ont été refaits, et c'est pareil pour les graphismes, même si on retrouve la patte graphique de la version mobile, on ne peut pas nier qu'il y a quand même un large step-up entre la version mobile et la version PC. La map est un des points forts du jeu parce que, mine de rien, c'est une map qui s'inspire un petit peu de ce que propose les Need for Speed depuis quelques années, c'est-à-dire que vous avez une grande ville assez moderne, qui représente à peu près un tiers de la map, et vous avez à côté de ça, dès que vous éloignez de cette map-là, d'autres biomes, des biomes plus verticaux, de la grosse montagne, des routes ultra sinueuses, utiles pour le drift, puisque même si le jeu ne propose pas que du drift, il en propose quand même beaucoup, de la forêt, donc de la montagne, des plus petits villages, un espèce aussi de canyon en haut à gauche de la map, et une grande autoroute qui permet de rejoindre un petit peu toutes ces zones-là de manière rapide. Alors il y a plein d'accès, on peut passer par des petits chemins, mais il y a aussi de la grosse autoroute pour les fans d'autobahn. Globalement, la map est quand même assez cool, et je dirais que justement quelque chose qui est bien joué quand même sur Carrick Street sur PC, c'est la quantité de trafic. C'est vrai qu'on a tendance à reprocher quand même aux jeux modernes le fait que les villes ont toujours l'air un peu mortes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures de civils, pas beaucoup de voitures qui roulent dedans. Là, je vous le disais, vous pouvez régler la quantité de civils et de trafic selon votre PC, selon votre config, mais déjà en médium, il y a pas mal de monde. Et si vous mettez en élevé, il y a vraiment des endroits où ça ressemble un peu à des embouteillages, notamment à la bord de certains feux rouges dans certaines zones. Et ça, c'est vrai que c'est quand même cool, parce que vous êtes obligé de frayer un chemin dans le trafic, vous êtes obligé d'esquiver les civils, et ça rend les trajets plus intéressants. Donc globalement, j'ai trouvé que la map était assez cool, même si bien sûr elle n'a pas le niveau de détail de celle d'un Forza Horizon ou d'un Test Drive Solar Crown. C'est varié, il y a vraiment tout type de routes, je vous le disais, de la grosse ligne droite pour les points de vitesse et des routes ultra sinueuses. Il y a beaucoup de dénivelé dès qu'on s'en va un petit peu de la ville, et il y a quelques biomes et quelques endroits un petit peu uniques comme la zone des docks par exemple, et même au sein de la grande ville qui représente à peu près un tiers de la map, il y a des quartiers assez différents des autres, des ambiances un petit peu différentes les unes des autres. Alors faut savoir que vous pouvez bien sûr, si vous n'avez pas envie de rouler dans l'open world, vous téléporter d'une épreuve à une autre, mais que c'est payant, alors payant avec la monnaie du jeu, il suffit de jouer pour avoir des crédits, et que en gros plus vous voulez vous téléporter loin, plus c'est cher. Et ça me permet du coup de faire la transition vers le système économique du jeu, qui, sauf erreur de ma part, en tout cas j'en ai vraiment pas vu, d'ailleurs ne propose pas de pay to win, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de moyen permettant par exemple d'acheter des monnaies dans le jeu avec du vrai argent, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est moins cool quand même par contre, c'est le grind. Il faut énormément de temps pour obtenir assez d'argent, ne serait-ce que pour améliorer sa voiture ou pour en changer. Alors évidemment j'ai pas fini le jeu, ce qui fait que je ne connais pas, on va dire, les méthodes les plus efficaces pour farmer, et que je ne connais peut-être pas non plus les épreuves qui rapportent le plus, qui sont probablement les épreuves de fin de jeu, mais les sommes gagnées à la fin de chaque épreuve sont relativement faibles quand même par rapport à la valeur des voitures et aux valeurs des pièces. Alors c'est pas un problème sur la plupart des autres jeux, s'il faut grind ou faut farm, il faut que le jeu en vaille la chandelle. Et je trouve que sur un jeu comme Carix, qui justement n'est pas un AAA et qui ne propose pas rendu des voitures exceptionnelles, mettre autant de temps pour débloquer une voiture qui n'est pas aussi bien faite que sur d'autres jeux, a un côté un peu frustrant et un côté pas extrêmement motivant. Par exemple sur Test Drive Solar Crown, on sait que ça va être très long de obtenir des voitures, mais on sait que les voitures vont être jolies et que chacune va proposer vraiment une conduite particulière et une expérience particulière. Donc ça me dérange pas de passer 3 heures pour farmer l'argent pour acheter une bagnole, là où sur Carrick Street ça me dérange beaucoup plus. Pourquoi? Parce que la réalisation globale des voitures n'est pas incroyable. Alors on parlera par contre après du choix des voitures sur le jeu qui est par contre plutôt cool avec plein de modèles très sympas, mais globalement quand même les voitures ne sont pas très jolies, les sons ne sont pas très bons et sont surtout vraiment erronés. Par exemple une des premières voitures du jeu que j'ai pris c'était la série 5 Touring E39 qui n'est pas version M puisque évidemment elle n'a pas existé en break à l'époque non plus, mais qu'on a sur le jeu en version 540i avec le moteur M62B44. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que sur le jeu les voitures ne font pas les bonnes puissances. Quand j'ai récupéré cette série 5 sur le jeu elle faisait aux alentours des 230 chevaux si je ne dis pas de bêtises, alors qu'une 540 en vrai c'est aux alentours des 280, mais qu'on sait bien que c'est une 540 parce que dans le jeu lorsque vous regardez la liste des moteurs c'est bel et bien écrit que c'est le M62B44 qui est bien le moteur de la 540i. Visuellement les voitures ne sont pas incroyables, les performances ne sont pas forcément respectées par rapport à la vraie vie et les sons non plus. Alors ça dépend des modèles, je trouve que globalement les voitures 4 cylindres sur le jeu sonnent bien et ont des sons assez réalistes, assez nerveux et assez sympas. Par contre bah là encore une fois l'exemple de ma 540i qui IRL est équipée d'un moteur V8, sur le jeu elle fait un son de 6 cylindres BM. En vrai c'est un peu chiant quand même et c'est on va dire pour ces raisons là que
farmer pour acheter une nouvelle voiture si elle n'est pas vraiment bien détaillée n'est pas aussi intéressant que sur d'autres jeux. Alors évidemment, je sais bien encore une fois qu'on est sur un jeu à 17 € et qu'on ne peut pas comparer les sons de ce jeu avec les sons d'un Motorfest ou d'un Forza qui ont probablement 50 à 100 fois son budget. Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, chaque son sur le jeu a été réalisé à partir de rien. C'est-à-dire que c'est pas des enregistrements réels qui ont été réalisés sur des voitures qui ont été retravaillés, c'est vraiment les développeurs qui ont inventé le son de la voiture en se basant probablement sur des audios qu'ils ont écoutés sur YouTube pour ensuite émuler le son de chaque voiture. Vu que chaque voiture a un son différent sur le jeu, en tout cas dans celle que j'ai testée, bah je comprends pas pourquoi il y a autant d'erreurs lors de la modélisation des sons et pourquoi il y a autant de voitures qui font un son si bizarre et si éloigné de la réalité alors que d'autres ça va. Alors par contre, je vous le disais, le choix de voiture est assez cool, c'est-à-dire qu'il y a déjà une bonne quantité de modèles et surtout il y a pas mal de voitures qu'on ne voit pas beaucoup sur les autres jeux. Alors encore une fois, la série 5 Touring c'est pas quelque chose de très répandu sur les jeux, mais on a aussi pas mal de Toyota Chaser, des Toyota Camry, des vieilles Mercedes, des cabriolets, des pick-up, tout un tas de véhicules que pour le coup on ne voit jamais sur des jeux bien plus gros. Ça c'est vrai que c'est assez rafraîchissant, c'est vrai que c'est assez cool de se dire bah tiens, sur ce jeu là je vais pouvoir tester telle ou telle voiture que je testerai sur aucun autre jeu puisqu'elle n'y sera pas. Puis effectivement il y a quelques modèles qui ont disparu entre Carex Drift et Carex Street, mais on peut supposer qu'ils vont être rachetés sur le jeu de manière gratuite ou payante via les prochaines mises à jour, via les prochains DLC comme par exemple la M5 E60. Donc la car list est cool et la personnalisation de voiture est très cool, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment tout améliorer sur votre voiture de A à Z, que ce soit moteur, suspension, boîte de vitesse. Il y a des tas de pièces différentes que vous allez pouvoir améliorer avec plusieurs niveaux de pièces performance. Alors je vous le disais, les prix sont assez élevés, ce qui va pour le coup faire que vous allez vraiment prendre un long moment avant d'améliorer complètement vos voitures, mais sachez qu'en plus de toutes les améliorations classiques de pièces, vous pouvez également changer le type de transmission de votre voiture, donc par exemple la passer de Propu à 4 roues motrices, et aussi lui changer son moteur, c'est-à-dire que vous prenez le moteur d'une autre voiture et vous le mettez dans la vôtre. Donc tout est très largement améliorable et aussi tout est customisable. Alors ça c'est l'avantage de ce jeu-là, c'est qu'ils ont décidé, et surtout à mon avis ils ont été contraints, de proposer des voitures sans licence, c'est-à-dire que dans ce jeu-là, vous n'avez aucune marque. Il n'y a pas BMW de marqué, il n'y a pas Mercedes, il n'y a pas Lambo, mais il y a des copies conforme, si moins détaillé, comme je l'expliquais un petit peu que sur d'autres jeux, représente à 90% les modèles de voitures copie. Donc encore une fois, en reprenant mon exemple, la 540i de chez BMW, on reconnaît très bien une BMW série 5 39 Touring, par contre, ce sera jamais marqué BMW. Et en fait, en faisant ça, déjà, ils ont économisé pas mal d'argent sur les licences, et surtout, ils peuvent se permettre de customiser les voitures comme ils le souhaitent. Là où sur un jeu qui a les licences, il faut demander l'accord à chaque marque pour chaque modèle de voiture et pour chaque pièce de carrosserie si elle est OK. Là, il n'y a rien de tout ça, on customise les voitures comme on veut et il y a pas mal de choses, des kits carrosserie préfaits, on peut aussi décider de changer indépendamment le pare-choc avant, pare-choc arrière, les ailerons, les bas de caisse, les paupières de phare, les jantes, le stance de la voiture, mais aussi bien sûr ses peintures et ses vinyles, ainsi que, et ça c'est cool aussi, l'intérieur des voitures. Alors les pièces de customisation intérieure, c'est siège, volant, levier de vitesse, etc. Ce sont pour le coup des pièces assez générales, c'est-à-dire que c'est des pièces que vous pouvez installer sur toutes les voitures, alors que les pièces de customisation extérieure sont vraiment modélisées modèle de voiture par modèle de voiture. Et c'est vrai que côté customisation, il n'y a pas beaucoup de jeux qui font aussi bien. Et là, pour le coup, ce jeu qui coûte de 17 € fait mieux côté customisation qu'absolument tous les gros AAA. Pour des raisons que je viens d'expliquer, c'est que eux n'ont pas besoin de s'encombrer avec les licences. Donc chaque pièce que vous allez installer sur votre voiture aura un impact sur son indice performance qui vous permettra ou vous empêchera de participer aux différentes épreuves selon leurs restrictions, et surtout ça aura un impact sur la physique de la voiture. Alors la physique, justement, parlons-en, c'est pour moi un des deux gros points noirs, je vous le disais avec la période de sortie du jeu, de ce jeu-là. La physique est très bizarre, elle est assez difficile à doser, et les voitures ont tendance à fortement dégripper comme s'il n'y avait aucun poids à l'arrière de la voiture, ce qui est assez perturbant. Alors il y en a qui vont dire oui, mais si tu veux conduire en conduite grip, il faut que tu actives le contrôle de traction. Alors que si tu veux conduire en conduite drift, il faut que tu désactives le contrôle de traction. Je veux bien, pourquoi pas, mais ça fait quand même 15 ans que je joue à des jeux de course sans le contrôle de traction, et j'ai jamais eu besoin de l'activer ou de le désactiver selon le type de conduite que je veux faire. Justement, ce qui est cool quand on a un jeu avec une physique qui est bien pensée, c'est que quand on commence à maîtriser la voiture, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire du grip, on peut en faire du drift, et ça sans changer les pièces et sans changer les modes d'assistance électronique. Là, c'est vrai que sans le contrôle de traction, la voiture en conduite grip, c'est vraiment pas performant, mais surtout c'est pas agréable. C'est comme si la voiture n'avait aucun appui à l'arrière, rien du tout, et que l'arrière était libre tout le temps. Et c'est quelque chose quand même d'assez désagréable. Je m'attendais à ce que ce soit différent sur ce jeu-là. Autant ça ne me dérange pas d'avoir une conduite très axée drift lorsque je joue à un Carex Drift. Tant quand je joue à un jeu de conduite classique, je préfère avoir une conduite basique
physique équilibrée, à partir de laquelle je doserai plus ou moins l'accélérateur et la direction pour soit drifter, soit être le plus rapide possible et le plus grippé possible. Je dirais pas forcément que la physique est ratée, ça va vraiment dépendre après de ce que vous appréciez ou pas, mais je trouve que là la conduite elle est vraiment trop axée drift et qu'en conduite grip qui représente quand même 50% du jeu, c'est vraiment pas agréable. Et pour le coup, bon c'est pas une question de budget, on connaît justement pas mal de petits jeux pas chers qui ont des physiques très réalistes, ou en tout cas plus réalistes que ça. Par exemple Night Runners, ou JDM, ou Toge Shakai. Il faut savoir quand même que le jeu est jouable à la manette, mais aussi jouable au volant et qu'il est compatible avec beaucoup de volants. Évidemment, le retour de force est fonctionnel. Comme je disais dans l'introduction de ce jeu, le but du jeu, évidemment, c'est de devenir le pilote number one. Et pour ça, vous allez devoir compléter tout un tas de types d'épreuves, et ça, c'est quand même un point fort du jeu, c'est que les modes de jeu et les objectifs sont quand même assez variés. Je vous le disais, vous avez évidemment des modes de drift dans lesquels il faudra faire les meilleurs scores pour arriver le premier. Vous avez du sprint et du circuit, donc des courses contre des IA plus ou moins nombreuses dans lesquelles le but sera d'arriver premier. Il y a également du contre-la-montre, mais il y a également tout un tas d'autres épreuves qu'on peut catégoriser de missions dans lesquelles vous allez devoir réaliser certains objectifs particuliers. Il y a par exemple de la livraison de voitures, où vous partez du point A jusqu'au point B, où vous devez livrer la voiture dans le temps imparti en essayant de la garder dans le meilleur état possible pour être le mieux payé. Des missions de transport d'objets, et en plus de tout ça, il y a des courses spéciales. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le jeu, il y a un système d'entreprise et de clans, que chaque clan a ses spécialités, comme par exemple les courses sprint, et que chaque clan vous propose des épreuves numérotées de plus en plus difficiles et proposant des récompenses de plus en plus élevées, jusqu'à arriver au boss final de chaque club, des courses uniques avec des énormes récompenses à la clé, ce qui rappelle un petit peu justement le système de club et de gang de Need for Speed Carbon par exemple. Donc c'est assez varié quand même côté course, et en plus de ça, faut savoir que dans l'open world, il y a aussi des petites choses assez intéressantes par rapport à d'autres jeux, notamment le fait que sur chaque voiture, vous allez devoir gérer l'état des pneus et la jauge d'essence. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous roulez, vous allez dépenser de l'essence, plus vous avez une voiture puissante, plus vous allez consommer en gros, et que vous allez devoir régulièrement faire le plein, et donc payer l'essence pour tout simplement pouvoir continuer à utiliser votre voiture. Alors c'est vraiment pour le roleplay, ça a effectivement pour but d'être plus réaliste, et c'est le genre de fonctionnalités qui sont assez demandées sur les autres jeux. Le nombre de fois où j'ai entendu des gens qui disaient « Ouais, j'aimerais bien pouvoir tomber en panne sur Forza Horizon 5 », bah là, vous pouvez le faire sur Carrick Street. Il faut savoir qu'en plus de ça, il y a l'état des pneus, je vous le disais à gérer, c'est-à-dire que plus vous avez une conduite drift et plus vous avez des pneus inadaptés à votre type de pilotage, plus vous allez les user, et plus vous allez les user, plus vous aurez un grip aléatoire, et moins vous serez performant en course. Et là aussi, les pneus, il faut les changer régulièrement dans les ateliers. Alors également, dans les petites choses un petit peu cool, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le jeu, vous ne pouvez pas acheter toutes les voitures du jeu sans pouvoir les stocker. Il y a plusieurs garages et plusieurs maisons situées un peu partout sur la map, qui vous servent déjà de points de TP gratuites, qui vous servent de points de spawn, mais qui vous servent aussi à pouvoir stocker plus de voitures. Donc les maisons s'achètent, malheureusement évidemment on peut pas rentrer dedans ni les customiser, c'est juste vraiment pour pouvoir stocker plus de voitures et avoir la TP gratuite. Mais il y a une petite vibe sympa de se dire qu'on peut acheter un petit peu autre chose que des voitures, et ce système de garage avec un nombre de places limitées vous oblige aussi à bien choisir vos voitures, puisque vous pourrez pas toutes les stocker. Donc je vous le disais, il y a pas mal de choses assez intéressantes sur ce jeu là, il y a beaucoup de bons points, ce qui fait que globalement j'ai quand même plutôt passé un bon moment sur Carrick Street sur PC. Maintenant voilà, il y a 3 gros points d'or pour moi, pour les résumer, c'est la date de sortie du jeu. Je comprends pas pourquoi ça arrive soit aussi tard, soit aussi tôt. Il y a la physique du jeu qui est vraiment beaucoup trop aléatoire et qui est vraiment pas adaptée malheureusement de base à la conduite grip. Et il y a le système économique du jeu qui vous oblige à vraiment farmer pendant longtemps pour des objets qui ne sont pas si intéressants que ça. Donc bien sûr, si vous aussi vous avez testé le jeu, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis dans les commentaires. Je sais qu'il y a eu aussi des dramas sur ce jeu à propos d'utilisation d'IA pour réaliser certains éléments du jeu. Je pense que là les gens en parlent beaucoup parce que le jeu n'est pas aussi réussi qu'espéré. Je pense que si ça avait été une masterclass complet, les gens n'auraient pas du tout mis ces points là en avant. Donc à vous de me dire voilà ce que vous pensez globalement de Carrick Street PC. Est-ce que vous avez passé un bon moment en y jouant? Est-ce que vous avez demandé le remboursement Steam après y avoir joué? Dites-moi ce que vous en pensez. Si le jeu vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à le prendre via mon lien Instant Gaming. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, puisque en ce moment on fait beaucoup de lives, il y a beaucoup de jeux qui sortent d'un peu partout, il y a beaucoup de découvertes à faire. N'hésitez pas à venir me follow, à utiliser éventuellement d'autres Prime pour me soutenir. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça booste le référencement. Merci à vous d'avoir été là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao.